Bonjour à tous, un petit point sur l'actualité en matière de crypto, qui comme à chaque fois est riche. Alors, il y a deux sujets dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Le premier est sur l'état d'avancement de la réglementation européenne et le second traite aux différentes difficultés et cas de faillite qu'on a pu voir depuis quelques semaines dans ce domaine des cryptoactifs. Sur le premier point, il y a eu un accord politique, comme on l'a vu à la fin du mois de juin, sur deux textes importants. Le premier qui s'appelle Transfer of Fund Rules ou Transfer of Fund Regulation, qui pour faire court est un texte qui adapte dans le droit européen la Travel Rule, c'est-à-dire toutes les dispositions que devront prendre les prestataires sur actifs numériques en matière de transfert d'actifs d'un endroit à un autre endroit. C'est un texte très technique qui a eu beaucoup de discussions autour sur des raisons sans doute politiques aussi, mais il y a eu un accord politique qui est intervenu le 29 juin. Le lendemain, qui était le dernier jour de la présidence française, il y a eu l'accord politique aussi sur le texte MiCA, Market in Crypto Assets, qui est le texte qui va régir prochainement l'ensemble des activités sur cryptoactifs en Europe. C'est un accord politique, tout comme le précédent, c'est-à-dire qu'il reste encore beaucoup à faire. Contrairement à ce qu'on a lu dans les journaux, c'est pas fini. En fait, c'est le début d'une nouvelle série de négociations qui va commencer à la rentrée, au mois de septembre et au mois d'octobre, dans lequel le Conseil d'une part, la Commission d'autre part, vont élaborer un certain nombre de discussions sur des sujets très très techniques. J'en citerai que deux, sur les NFT et sur notamment la DeFi, puisque ces deux aspects ont été considérés comme étant a priori hors champ d'application de la réglementation à venir, la réglementation MiCA. Mais encore faut-il définir ce qu'on entend par non-fungible tokens, NFT, et encore faut-il définir ce qu'on entend par DeFi. Et donc, il va y avoir des discussions techniques pour apporter des clarifications sur ces termes et bien voir ce qui rentre dans la réglementation et ce qui n'y rentre pas. Donc, ne pensons pas que tout est réglé. En fait, toute une série de discussions bilatérales vont avoir lieu septembre, octobre, en partie novembre. L'idée est d'avoir un texte qui soit adopté à la fin de l'année, entre Noël et le jour de l'an, et pour ensuite une publication au journal officiel au début de l'année 2023. Une entrée en vigueur qui sera 12 mois ou 18 mois selon le cas, selon qu'on parle de stablecoin ou du reste de la réglementation. Donc c'est un texte qui est très compliqué sur lequel on reviendra. Le message aujourd'hui, c'est il y a encore beaucoup à faire, il y a beaucoup de discussions techniques, ne croyons pas que tout a été réglé. S'il y a un accord politique, le diable est dans le détail, comme on le sait. Ça, c'est le premier point. Le second point, il se passe de l'autre côté de l'océan, si je puis dire, mais pas que, en tous les cas aux États-Unis d'Amérique, avec plusieurs faillites qui ont été annoncées. Ça a commencé, alors c'était pas aux États-Unis cette fois-ci, c'était en Asie par le fonds Three Arrows Capital, qui a fait ensuite des difficultés en chaîne sur un certain nombre d'acteurs. Le plus connu et qui s'est placé sous le régime de droit de la faillite américain, c'est Voyageur Digital, la plateforme canadienne qui opérait aux États-Unis et qui a dû se mettre sous la protection du droit de la faillite américain. C'était ça fin juin. Il y a quelques jours, c'est un autre acteur très connu du monde de la DeFi qui s'appelle Celsius Network, qui était très actif dans les activités de lending, un peu de staking, mais enfin surtout de lending, qui lui aussi s'est mis sous le régime du droit de la faillite américain pour essayer de se réorganiser. C'est ce qui est assez intéressant quand on compare à la crise de 2008 dans le secteur des marchés financiers. Ici, on a un peu le même sujet qu'on a connu dans les marchés financiers il y a plusieurs années. C'est-à-dire que l'on a fondamentalement des opérations qui ont été faites sans le consentement des propriétaires des actifs, en l'occurrence actifs numériques. C'est-à-dire qu'on a des opérations dans lesquelles il y a eu des transferts d'actifs qui ont été effectués alors que ces transferts d'actifs n'avaient pas forcément obtenu l'accord des véritables propriétaires des actifs sous-jacents. En fait, ça pose la question de savoir de la transparence des informations qui sont données par les différents acteurs du monde de la DeFi auprès des investisseurs sur ce qui est fait des actifs numériques qui sont déposés ou en conservation auprès de ces différents acteurs. Et ici, c'est une question absolument classique dans le monde des marchés financiers qui a été résolue il y a plusieurs années
et qui, dans le monde de la crypto, ne l'a pas été, puisque les contrats, lorsqu'il y avait des contrats, ne disaient rien. Et donc, c'est vraiment la question, comment on protège les investisseurs, et surtout comment les investisseurs sont informés de l'utilisation qui est faite, parfois à leur insu, des cryptoactifs. Et quand on lit les dépôts des dossiers au titre du Chapter 11 du droit de la faillite américain, on s'aperçoit que c'est vraiment l'une des questions fondamentales qui se posent aux juges du droit de la faillite américain. Voilà, donc c'est des sujets très techniques, c'est des sujets qui méritent l'attention, parce que à côté de ces difficultés financières et des restructurations qui vont avoir lieu, ça repose la question dans les deux cas de il vaut mieux avoir un bon contrat qu'un mauvais contrat. Et donc il vaut mieux là-dedans, dans toutes ces activités sur les cryptoactifs, bien vérifier avant de signer quoi que ce soit, ce que prévoit le contrat en cas de difficulté. Voilà, c'est les quelques informations que je voulais donner pour cet été. Il est sûr qu'il y en aura d'autres à la rentrée, mais on aura le plaisir d'en reparler à la rentrée. Bon été à tous.